Du coup, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Anthony Bailly. Je suis développeur full stack .NET et React et j'ai aussi fait du Vue ou autre, mais ça, c'est au niveau perso, pas au niveau mission. Et donc, ma passion, forcément, c'est du dev. Je dev souvent en dehors du travail. Et ce que je vais présenter là, c'est comment j'utilise l'IA en mission. Parce que l'IA en perso et en mission, c'est totalement différent parce qu'en fonction des entreprises et puis vous propose du coup forcément des outils directement, que ce soit Cloud Code ou que ce soit GitHub Copilot ou Codex par exemple. Mais là, par exemple, dans mon cas là actuel, c'est que c'est juste un chatbot. Donc c'est ce que je présentais. Je suis aussi accompagné de Pierre-Antoine Dartier qui va m'accompagner dans cette présentation. Je vais commencer par ajouter un peu de contexte dans quel cas en fait où j'ai appliqué une certaine méthodologie qui permet justement de comment j'ai pu avancer facilement sans forcément empiéter sur tout ce qui est TMA ou évolution. C'est-à-dire forcément en fonction des missions qu'on a, on n'a pas forcément de budget alloué on n'a pas de temps en fait tout simplement pour faire des évolutions du test unitaire ou autre. Donc c'est vraiment en parallèle où j'ai pu avancer sur certains sujets. Donc le contexte c'est tout simplement où on a une solution où il y a 60 jobs dedans. C'est pas forcément un micro service, mais c'est vraiment une grosse solution monolithe où il y a plusieurs projets. Et dans les projets, il y a une version .NET qui est du 4.8, framework 4.8, et du .NET 8. Il y a aussi un peu de .NET 9. Et donc, c'est vraiment un multi-target framework de version. Et donc, la mission aussi, c'est que on est encore sur du legacy, donc du TFS server, qui est quand même ancien. Et on n'a pas de Git. On a 3 serveurs qu'on peut y accéder directement RDP, que ce soit la dev, la pré-prod ou la prod. Et toute cette partie-là, le process, il est un peu, on va dire, assez compliqué parce que on a beaucoup de tâches manuelles. C'est-à-dire tout simplement de copier des binaires. Je vais faire un exemple tout simplement, c'est que le process, c'est on publish en local un job, on le copie, on le met sur un serveur, que ce soit la dev, la pré-prod ou pas directement en prod forcément. Et donc, après avoir fait les tests en pré-prod, en dev, c'est là où on organise justement, on fait la livraison et donc on le met en prod. Et c'est toujours le même artefact et donc c'est le binaire. Donc et c'est là aussi où il y a un petit couac sur le fait que certains web config ou web settings, vu que c'est du 4.8 et du 8, c'est sans en clair, c'est-à-dire tout ce qui est connexion base de données ou forcément des configurations de settings, API key ou autres, c'était vraiment on les voit en clair. Et donc c'est aussi un sujet de sécurité qu'il fallait améliorer. Et donc j'ai essayé un peu de chercher le nom d'être un développeur en 2026. Mais ça reste toujours mon retour d'expérience, c'est pas une généralité ou autre. Donc pour moi, un développeur avec un IA actuel, c'est un développeur augmenté par IA. Un IA, ça reste toujours un outil, ça va pas remplacer les développeurs. Il y a toujours cette mindset d'un développeur qui est toujours super important sur le fait que architecturellement, comment réfléchir sur certaines parties ou même connaître le métier. Et apprendre le métier aussi, parce que justement, en tant que développeur, on ne connaît pas forcément le métier directement et on va apprendre le métier sur le tas quand on rentre dans une mission. Et aussi, à ce niveau-là, on va pas forcément avancer 3 fois plus vite. C'est vraiment le fait de travailler en parallélisme, de mon point de vue, sur le fait que souvent, en tant que dev, on a énormément de temps mort, que ce soit là actuellement, de mon côté, c'est que vu qu'on est sur du legacy, que ce soit un build en local, lancement du projet en local, ou tout simplement des échanges en Teams ou autre, code review, on est obligé d'attendre à des moments, que ce soit 10 minutes ou 15 minutes,
Et donc, l'IA, pour moi, ça permet aussi d'avancer, que ça soit faire du scripting, l'amélioration continue. Et donc, c'est là où, justement, ça permet d'améliorer les habitudes des développeurs. Là, le chantier actuel, ce sera forcément d'une migration de TFS vers Git. Migration vers Git, on sera obligé de faire du Git flow pour avoir avoir un pipeline qui est cohérent, une stratégie de branche, et aussi un pipeline CI/CD qui n'existait pas, donc sur Azure, qu'il fallait mettre en place. Et là où je parlais justement des configurations web command config qui étaient en clair certains variables, ou dans le app settings qui est sur .NET 8. Donc c'est la tokenisation, justement, rendre les variables dynamiques et les extraire sur Azure. Mais je vais en parler un peu plus tard. Mais aussi sur Git, on a aussi cet avantage-là, forcément, vu qu'il y a 60 jobs. La documentation avant, c'était que c'est sur un wiki sur Azure. Donc, retrouver à chaque fois, aller sur le wiki, chercher le job ou autre. Souvent, les développeurs, ils n'ont pas forcément le même nommage ou autre, donc on peut se perdre facilement. Et donc là, le fait d'avoir un README tout simplement, là, on peut avoir un wiki qui est vraiment versionné facilement. Et je n'étais pas tout seul sur ce projet forcément, donc là, on a commencé en amont à travailler avec une stratégie collective, on va dire, et on avait un peu des mandatories sur le fait que il y a certaines étapes à respecter, que ça soit du SDK style pour pouvoir migrer pour plus tard, parce que forcément, le but aussi, c'est la scalabilité. Donc, quand on fait quelque chose, je vais parler un peu. Je vais pas parler du design pattern KISS. Et donc, on va pas tout changer d'un coup ou révolutionner les choses. C'est changer les choses petit à petit, étape par étape, et penser à plus tard pour pouvoir améliorer les choses. Et donc, certains CS Proj, on les a migrés en SDK style, justement pour faire les migrations pour plus tard, que ce soit du Core, .NET 8 et autres, ou standard, pardon. Et donc, tout ce qui est common et share, on les a mis en SDK style, et ça permettait aussi d'aller dans l'étape de nuggetisation de ces librairies qui sont partagées. Migration .NET 8, là c'est un petit couac de mon côté, parce que c'est pas vraiment de la migration .NET 8, parce qu'en même temps, vu que il y avait pas mal de projets qui étaient en 4.8, donc on a fait la migration sur certaines parties de CS Proj, d'où le fait qu'il y a toujours certains qui étaient en 4.8 et d'autres jobs qui sont en 8. Et donc, on n'était pas obligé de faire tout en .NET 8, tout la pipeline est fonctionnelle avec du 4.8, du Legacy et du .NET 8. Et donc, après, ce sera la CI/CD qui sera sur Azure. Ah, ouais. Pourquoi .NET 8? Parce qu'il est rendu, il va être plus supporté à partir de novembre 2026, donc vous allez être obligé de faire une autre migration. En fait, pourquoi .NET 8? Parce que ce sera plus simple de faire la migration .NET 8 directement par, que ce soit 10 ou, la 10, je crois. Parce que si on faisait du Core 3.5, si je me trompe pas, il y aura trop de break and change. Donc, c'était beaucoup plus simple de passer par du 4.8 directement à .NET 8, et c'est vraiment pour ça. Et en plus de ça, forcément, il y a aussi ce côté-là où sur les serveurs, parce qu'on a accès en fait aux serveurs en RDP, et donc c'est là où il y avait que du .NET 8, et les serveurs, on doit faire des demandes aux opérationnels pour pouvoir installer, etc. Et vu qu'il y avait déjà .NET 8, on s'est pas pris la tête aussi à ce niveau-là, et on a fait .NET 8. De mon point de vue, comme je disais, en fait, il a ce côté scalabilité où TFS vs Git, sur le fait que TFS, on est obligé de faire, quand on dev quelque chose, que ce soit des code review ou autre, c'est super lourd, dans le sens où on est obligé de créer un shelf, ensuite envoyer ce shelf à un développeur, ou plusieurs développeurs, pardon, sur Teams, et ce shelf-là, à partir du moment où il y a des commentaires, on est obligé de faire un autre shelf. Ça, c'est mon expérience, du coup. Et donc, c'est super lourd. Et donc, il y a ce côté aussi où
amélioration continue sur les codes review, adaptation, ou même faire des refactorisations avec une branche qui est vraiment séparée, et que cette branche-là, elle peut être directement testée sur le serveur develop, qui permettait vraiment aussi de tester, avoir en parallèle des petits projets, set project pour les développeurs, quoi. Et pas forcément faire que du TMA ou de l'évolution. Là, comme je disais, en fait, c'était aussi, j'ai pas fait tout seul cette partie-là. C'est vraiment, on a travaillé en amont, que ce soit avec un senior qui est assez longtemps dans ma mission, ou avec le tech lead. Et je parlais forcément de mon retour d'expérience sur mon périmètre à moi-même, sur le fait que moi, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai fait, pardon, c'est que tout ce que j'ai fait là, c'est je me suis aidé de l'IA, c'est-à-dire un simple chatbot sur Internet, et pas qui avait accès à tout le code base. Donc ce chatbot là, bah, il m'a aidé à faire la migration sur TFS Guide. Donc à ce moment-là, il m'a proposé un TFS Git sur GitHub. C'est un projet qui est open source qui permet justement de récupérer tous les historiques. Mais le souci, c'est que j'ai eu des problèmes en fait au côté mon poste, il est pas administrateur. Donc forcément, j'ai dû faire autrement, et c'est là où il m'a proposé une autre solution sur le fait que bah je vais sur Azure, il propose déjà quelque chose qui est une conversion de TFS vers Git, mais avec, je crois, si je me trompe pas, c'est 3 mois max d'historique. Et donc ça permettait après ces 3 mois max d'historique sur qu'une seule branche. Vu qu'on avait plusieurs branches, développe, pré-prod, isoprod et prod, on s'est basé sur le fait qu'on va récupérer que développe. Et donc, sur développe, on a tous les dernières mises à jour. Et vu que c'est des jobs qui sont pas totalement liés, il y a quand même des dépendances sur certaines parties. Donc, on s'est basé que sur développe, et voilà. Et donc, on a décidé aussi de perdre certains historiques de la prod qui n'est pas forcément très utile, parce que tout ce qui est sur développe, à un moment donné, ils vont partir en prod. C'est bien ça, c'est juste à cause d'un droit d'administrateur sur une machine, tu n'as pas pu utiliser TFS par Git. C'est ça. TFS par Git, c'est un outil du coup. Ils ont préféré perdre de l'historique de push de Git, de TFS dans ce cas-ci, que te donner les droits d'administrateur. Oui. Après, il y a toujours ce côté-là où on va pas supprimer l'historique de TFS pour le moment. Donc oui, c'est chiant. Je suis d'accord à ce niveau-là, c'est chiant. Mais à ce niveau-là aussi, il y a tout ce qui est réglementation réseau ou autre, où on peut pas nous donner les droits administrateurs. Si on doit installer quelque chose, il faut demander, il faut faire des étapes qui sont super chiants à dire, où il faut demander plus haut, et c'est même pas la faute du réseau, mais plus haut, entre guillemets, où il faut des accords. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, et donc c'est là où il y a des alternatives, même si on n'a pas tout l'historique, on s'adapte avec ce qu'on a. Et après ça, bah forcément, dès que c'est sur Git, il y a toute la partie manuelle que je disais au début, où il fallait l'industrialiser. Donc tout ce qui est pipeline, CI/CD, et donc déploiement sur la dev, sur la pré-prod et la prod. Et la tokenisation, là, c'est vraiment un sujet qui est super, à dire, qui était quand même lourd, mais j'ai quand même réussi à faire ça en sachant qu'il y a beaucoup de TMA ou des évolutions entre-temps. Et c'est là où la tokenisation, c'est dans le sens où dans les web.config ou les app.json, il y avait des keys qui étaient en clair, ou d'autres, la base de données qui était en clair, que ça soit la dev, pré-prod. La prod, forcément, il n'y a pas ça, mais c'est une connexion directe. Et donc, c'est là où j'ai utilisé une alternative, dans le sens où c'est pas vraiment une alternative. On n'avait pas encore Azure, on n'a pas encore actuellement Azure. J'ai un trou de mémoire. Azure Vault, pardon. Azure Vault. Et donc là, en fait, je suis passé par un Azure Library. Dans l'Azure Library, on peut accéder aussi dans les pipelines, dans un point YAML, où justement, avec une variable, on peut récupérer la valeur. Bon, donc j'ai mis dans une librairie que c'est par exemple common.dev, common.preprod ou common.prod. Donc ça permet, où la base de données c'était
db.preprod, dev, etc. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire des scripts aussi. Mais forcément, vu que je suis pas autant que dev, on va pas utiliser tout le temps vu que je suis spécialisé du .NET et du React, on va pas tout le temps utiliser du PowerShell. Le PowerShell, je trouve ça dur à lire quand même, mais donc je suis pas spécialisé en PowerShell et c'est là où je lui ai demandé, tout simplement, fais-moi un script qui permet de récupérer tous les variables dans tous les web.config ou les app.setting.json des 60 projets. Et donc, ça me listait vraiment tous les variables sur les environnements et autres. Et j'avais un tableau qui était super clair. Et donc, je pouvais utiliser ça pour la suite. Par exemple, d'utiliser Azure, les API de Azure pour pouvoir les mettre directement dans les librairies. Ça veut dire, au lieu de faire manuellement sur chaque projet les commons ou autres, bah, ça me permettait vraiment de tous les extraire, par exemple, faire les replays aussi sur les common database parce que c'est la même chose partout, la dev, la pré-prod ou la prod. Et donc, j'ai vraiment utilisé l'IA pour faire des petits scripts par-ci par-là. J'ai testé en local et donc ça permettait aussi que l'IA, le chatbot, n'avait pas du tout accès à ces variables-là et j'ai pas du tout donné tout le dossier. Et ensuite, forcément, chaque entreprise a son Git flow. Nous, c'était assez simple. On avait plusieurs environnements. Et pour moi, je le voyais comment, c'est que tout simplement, on a un artefact d'un job. Je voulais le déployer en dev. Donc, c'est cet artefact-là qui a été modifié pour le déployer petit à petit en dev, en pré-prod. S'il y a des retours en pré-prod, on le régénère et donc on le déployait. Après, cette approche-là, du coup, après, dès le merge, le code review. Le code review, c'est là où les développeurs, on va dire, qui étaient encore sur Git, tout simplement, on a discuté à chaque fois, je faisais des allers-retours. Et c'est là où ils voyaient c'était un peu compliqué pour eux d'avoir cette notion-là. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment avoir la main sur le build, c'est-à-dire créer un build pour un artefact pour dev, et ensuite refaire un artefact du coup sur pré-prod, ensuite refaire un artefact sur la prod. Bon. J'ai vu que j'étais tout seul un peu à ce niveau-là pour avoir un seul artefact qui allait jusqu'en prod. Je me suis pas trop battu, donc j'ai continué à faire ça et donc j'ai adapté le point YAML, du coup toute la pipeline pour que ça fonctionne de cette manière. Du coup, tu avais une seule CI ou tu avais plus une CI par target? Bah, du coup, là, j'avais qu'une seule CI, mais cette CI-là, il fallait juste sélectionner, en fait, tu relançais, il fallait juste sélectionner le serveur qu'on voulait déployer. Et avec une validation pour la prod ou la pré-prod, parce que la pré-prod aussi, il faut une validation avant de partir. Et donc, c'est une petite validation pour pouvoir livrer. Et sinon, bah forcément, au lieu d'avoir, comme je disais, un Azure Wiki, bah tout aidé dans le projet avec un README. Et il y avait aussi ce côté-là, support quotidien des développeurs, où certains développeurs n'étaient pas forcément familiers avec Git. Il y a un autre développeur qui a fait la formation une petite presse Git à toute l'équipe. Et donc, on a fait une parallélisation entre TFS, VC et du coup sur Visual Studio. Comment on fait un push, c'est équivalent à quoi, inclure, exclure, ou ainsi de suite. Donc, on a fait un petit guide sur ça, une petite doc. Et donc, ils ont beaucoup apprécié. Et pas la seule différence, mais il y avait vraiment un point où ils se perdaient sur le fait que on pouvait commit en local. C'est-à-dire, l'exemple qu'il avait pris un peu, c'est si on voulait commit justement dans l'avion, en local, sans Internet, on pouvait commit, donc séparer les codes et commit dans l'avion, tout simplement. Et à un moment donné, quand on va avoir Internet, de pouvoir push et de séparer tout simplement le code en plusieurs commits, qui est pas un gros tas qui est par rapport à TFS, où on est tout le temps obligé de faire un gros tas, parce que si on fait pas un gros tas, on aura plein
plein de petits commits et faire des rollbacks sur un cas spécifique, c'est horrible. Je l'ai vécu, c'est horrible. Et donc, j'ai un peu passé la partie SDK Style, mais c'est pas vraiment moi qui l'a fait. J'ai suivi un peu de loin. Donc, le SDK Style, c'était important dans le sens où les librairies partagées, il faut passer en SDK Style pour pouvoir les négatiser facilement et les mettre en standard et ainsi de suite, parce que c'est recommandé par Microsoft, et pour faire forcément les upgrades les migrations de versions, ce sera beaucoup plus. Donc là, j'en ai un peu parlé entre-temps sur comment j'ai utilisé l'IA, mais cette partie-là, c'est entre-temps, en fait, j'avais aussi la partie, je devais développer entre-temps sur certains Evol ou des TMA. Et quand je passais sur un job spécifique, bah, c'était là où j'ai dû comment j'ai généré les scripts, comment j'ai fait pour ma méthodologie tout simplement pour avancer avec l'IA, qui est juste un chatbot qui n'a pas accès à tout le projet. Donc, c'est là où j'ai essayé de me poser aussi sur le fait que par rapport à chez moi, par exemple, en perso, j'utilise beaucoup l'IA, que ce soit avec des idées, on va dire, IDE agentiques, Claude Code ou Codex ou Claude Desktop, qui a accès à tout le projet, et avec des compétences, des skills ou autres. Bah, c'est là où je me suis dit, OK, on va partir dans ce principe-là, c'est qu'un point MD, c'est tout le contexte global. Et pour faire un point MD générique avec tout le projet ou la connaissance, c'est que je me suis dit, OK, bah, on va analyser tout le projet. Comment l'analyser? Bah, peut-être créer un script qui va analyser les classes, les points CS, avec leurs dépendances, ainsi de suite. Vraiment un script assez simple pour cartographier le code, tout simplement. Et donc, j'ai fait ça. J'ai un schéma global avec ce script-là. Et ce script-là, en fait, le schéma, pardon, je vais mettre dans un architecture.md. Et ce architecture.md-là, j'aurai justement un schéma. Ça veut dire, ça me permettait aussi de remplir un petit readme à chaque fois et donc maintenir la documentation et rajouter le contexte du projet. Comment le débugger, comment l'utiliser, tout simplement, c'est quoi le but du projet, il y a quoi comme third party, les dépendances, s'il y a des dépendances externes avec des API ou autres. Et ça aussi, le fait d'avoir tokenisé avant, on pouvait aussi, certains variables se nommer, que ce soit du ADN, que ce soit du Lengo ou autre. Et c'était dedans, donc c'était aussi des variables qui pouvaient être utilisées et récupérées par l'IA en analysant certains parties de code. Donc, il y avait vraiment cet aller-retour-là aussi que je faisais beaucoup avec le chatbot sans forcément donner tout le code. Et quand je exécutais ça, bah, en local, le script, et ça me permettait d'avoir vraiment une session où c'est spécifique à ce job-là et avoir toute une documentation sur ce job-là. Et c'était beaucoup plus simple que d'expliquer petit à petit à chaque fois à la main, tout simplement pour l'IA. Et donc, c'est de cette manière-là que j'ai fait. Pour contraster tout ça, en fait, suivant le contexte client, donc ça fera écho aussi avec quelque chose dont j'ai déjà parlé en présentation. On peut avoir accès à un agent IA, que ce soit Copilot, Claude Code, etc. Quand on a accès à ça sur un projet, ça change totalement en fait la perception et le travail avec. Contrairement au cas d'Anthony où il n'a pas accès à ça, il doit passer par un chatbot en anonymisant les données. Donc, il a trouvé une autre stratégie en faisant des scripts, en documentant en amont, ce qui demande du temps, qui donnera un travail plutôt précis, mais ça dépendra suivant aussi la demande, la précision du travail. Là, en passant par un agent qui a accès au projet, on peut le configurer donc en ayant un agent.md à la racine. Donc ça, tous les agents vont le lire. Donc dedans, on va définir toutes les bonnes pratiques, l'architecture du projet, les conventions, les instructions, les règles non négociables, tout ce qu'on attend vraiment de n'importe quel agent. Ils vont tous pouvoir le lire. Ensuite, suivant les agents, donc soit Copilot ou Claude, on va voir une architecture un petit peu différente. Donc on aura les instructions pour Copilot où dans le header, on a un apply to. Donc suivant on va dire le filtre qui est donné, donc c'est un type de fichier, il va utiliser cette instruction-là. Donc, que ce soit, par exemple, sur un fichier .vu, un fichier .cs, il va toujours appliquer cette instruction-là. Donc, il va faire un filtre automatique.
On a aussi toute la partie prompt et commande, prompt pour Copilot, commande pour Claude, où en fait c'est un petit peu une tâche répétitive qu'on va écrire. Donc un exemple de script durant la migration d'Anthony où il va toujours demander une même type de commande en fait, juste en changeant par exemple quelques variables. Et ben là on pourrait l'automatiser et le versionner via ce type de fichier. Et ensuite les skills qui sont un peu plus globaux, donc pareil, qui sont un peu une architecture un petit peu différente suivant Claude ou Copilot, mais la finalité est la même, mis à part que pour Claude, il faut l'invoquer spécifiquement. Copilot, il va le charger automatiquement suivant le contexte, mais dedans, on va en fait assigner une sorte de compétence à l'agent. Donc, par exemple, pour faire des tests, on peut définir un pattern de test suivant le type de projet. On peut dire, voilà, je veux que ce type de test ressemble à ça, je veux tester de cette manière-là. On peut définir donc plein de skills suivant le projet, donc soit du front, du back, un skill pour la feature de, voilà, je veux faire une feature, et dedans, il sait comment mettre en place la feature, qu'il faut ensuite utiliser un autre skill pour les tests, etc. Donc, ça permet en fait globalement de customiser et de peaufiner en fait notre agent comme on aimerait. On peut faire là un peu le parallèle avec le Cananto. On a notre socle, donc l'agent.md, donc c'est le concept global. On a, suivant le type d'agent, notre configuration, donc les instructions, le prompt skill. On aurait un gain de temps au niveau de, on va dire, la préparation en amont. Où là, dans le cas d'Anthony, il doit fournir une documentation, il doit générer des scripts. Là, il a accès à tout ça. On peut mettre en place ce type de fichiers qui sont versionnés. Donc, les autres développeurs auront les dernières versions à jour. Donc, plus de monde pourrait travailler dessus. Et en même temps, pour avoir un résultat encore plus précis et qui demande moins de temps niveau préparation en amont. Par exemple, on a l'architecture.md qui est versionnée dans le projet, donc dans un dossier de documentation. Aujourd'hui, c'est du .md. Demain, ça peut être du .html. Suivant les demandes, donc par exemple, je sais que ça change côté Claude. On peut avoir aussi des skills suivant le type de migration, les conventions, et puis après, toute la partie pipeline et tout ce qui est tâche de la partie nuggétisation, tokenisation, que ces fichiers-là soient accessibles dans le projet et que tous les devs puissent utiliser et que ce soit à jour pour tout le monde. Ok, du coup à ce niveau-là, il y a, on va dire, des petites règles que je me suis un peu fixé à ce niveau sur le fait que avant chaque prompt, j'utilisais justement mon côté architecture.md pour justement créer un certain contexte en fonction du job que j'utilisais, le job que j'utilisais, que j'avais des évolutions ou des TMA ou autres. Donner du contexte legacy. Legacy, pourquoi? Parce que forcément, j'ai vu, c'est un retour d'expérience à ce niveau-là aussi, c'est que j'ai vu que l'IA, il aime beaucoup moderniser certaines choses. Donc, utiliser tout le temps des dernières versions, les trucs qui datent de 2026, des nouveautés. Et donc, le legacy, il va un peu halluciner dans le sens où, il utilise cette version-là de NuGet ou autre. Et donc, on se dit, à ce moment, quand tu vas tester, tu vas dire, mais ça fonctionne pas, c'est trop bizarre. Mais en fait, c'est tout simplement parce que quand on fait du legacy, il y a des versions qui sont dans le NuGet.org qui sont figées. Donc, on doit justement aussi lister ces parties-là et avoir aussi une connaissance un peu architecturelle du projet dans lequel on travaille. Et sinon, tout ce qui est build, test classique et voilà. Et le cinquième, c'est demander ce qu'il ne sait pas faire. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est le plus important. Non, mais c'est le plus important. Oui. C'est en gros, souvent, quand on va faire une demande, on va partir du principe que l'IA aura la réponse, peu importe le cas. Ouais. Et c'est des histoires de statistiques, donc elle va toujours essayer de trouver un moyen d'eux. Et le fait de donner le droit à l'erreur, ça peut être même sur le cas de... On sait que suivant le type de modèle qu'on va utiliser, on aura un contexte plus ou moins grand. Si on demande trop de choses, il y a des choses qui peuvent être ignorées ou des choses qui sont trop complexes qui peuvent être bâclées. Et le fait de dire, si ça tu sais pas faire ou c'est trop complexe, on peut le mettre à plus tard, mais il faut me prévenir. En fait, c'est le fait de un peu donner le droit à la parole à l'IA et de oui, c'est possible, de prévoir les cas possibles et que ça ne fonctionne pas, mais on va trouver une solution. C'est pas grave. Oui, du coup, c'est une règle importante. Ouais. Je suis d'accord, Pierre. et comme je disais au début, en fait, on n'avait pas vraiment de budget pour faire tout ce qui est évolution ou amélioration continue. Et donc, c'est là où j'ai vraiment utilisé cette fenêtre qui est assez courte sur les temps morts.
Les temps morts, à peu près, on a environ 1 heure de temps mort. Forcément, du coup, je suis pas parti chercher le café, mais j'ai amélioré certaines habitudes des développeurs ou autres, ou la pipeline. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est ce temps mort-là, en fait, qui m'a permis d'avancer énormément sur le projet, même si le seul budget qu'on avait, c'était juste la partie TFS vers Git. Et tout le reste, CI/CD. Dis-moi. Ouais, je voulais simplement dire par rapport à ça, par rapport au temps mort et le fait que du coup tu switches de projet. Moi, l'expérience que j'ai quand on doit switcher de projet, parce que j'ai eu des missions où j'avais jusqu'à 3-4 projets en parallèle, c'est qu'en réalité, à chaque fois que tu switches de projet, tu dois te sortir de ce dans quoi tu étais, puis tu dois te replonger dans le nouveau projet, et en fait, tu as une espèce de perte de temps, de perte d'efficacité également, de charge mentale qui est pas du tout négligeable. Du coup, moi, quand je vois un démarrage local 5-10 minutes, tu me dis, tu switches, tu passes sur un truc où tu fais de l'IA, je me demande en fait si ton temps mort, tu l'as pas perdu ailleurs. C'est-à-dire que derrière, tu vas devoir te replonger dans le projet sur lequel tu étais, tu vas devoir te remettre là-dedans. Entre-temps, tu as dû essayer de switcher sur l'IA. Potentiellement, ça veut dire que tu as peut-être moins d'attention, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu vas devoir revenir recorriger. J'avoue que ce côté micro-gestion du temps, où on va essayer d'optimiser des postes qui me semblent relativement courtes, ça me laisse un peu dubitatif de mon expérience. Ok. Si tu es à ce niveau-là, moi, de mon côté, en fait, c'est vraiment, il y a ce côté-là aussi où quand je parle de temps mort, c'est pas forcément où je suis plongé dedans pendant 10 minutes. C'est vraiment où en amont, ça peut être simple, pendant 5 minutes, je fais juste un petit plan assez rapide sur le fait comment je vais l'utiliser pour la prochaine étape. Par exemple, pour créer un script, le script, je veux que ça fasse ça, et je m'arrête là. C'est vraiment ces petits moments où je m'arrête là. C'est comme si je prenais juste des petites notes, une personne qui me parle à côté. Je prends des notes et je me replonge dans mon sujet. Et je parle surtout de ce petit côté. C'est pas vraiment des 10 minutes focus sur ce sujet. C'est là en fait où je trouve la puissance de l'IA sur le fait que vu que je l'utilise au niveau perso, c'est que je le laisse tourner pendant 1 heure ou 2 heures ou n'importe. Et je pars par exemple jouer avec mon fils ou autre, ou je fais quelque chose d'autre, je fais du bricolage ou autre, et je vais pas y penser. C'est après où je vais me dire, ok, je vais donner un peu plus de temps sur cette partie-là, je vais me focus un peu plus à ce moment-là, et donc allez, tiens, je vais me donner vraiment 30 minutes, 1 heure focus dessus, et c'est là où je vais voir des allers-retours, et je me recrée un autre plan d'exécution, on va dire, assez rapide, qui est le minime, vraiment minime, pour pas avoir cette charge mentale. Parce que oui, comme tu le disais, en fait, c'est que pour suivre le sujet, on met à peu près 20 minutes pour se plonger dedans, et donc c'est super lourd mentalement de switch de sujet. C'est l'humain qui est comme ça, et donc on met à peu près 20 minutes. Mais je suis totalement d'accord, et donc il y a cette méthodologie où on va dire, c'est comme si c'était un prompt qui était préparé, et je l'envoyais, et dès que j'ai un peu de temps, je vais tester, je vais regarder le résultat et je vais repartir sur un truc sans forcément rentrer dans le détail. En fait, je me demandais, dans plusieurs des temps morts là que je vois, j'aurais naturellement pour moi l'idée d'essayer de les éradiquer plutôt que de les exploiter. Virer, c'est l'air un démarrage local de 10 minutes ou un build de 15 minutes par exemple. Moi, ça me convient pas. Et du coup, j'aurais tendance à vouloir optimiser ça pour le réduire à peut-être 1 ou 2 minutes. Et du coup, j'ai plus le temps de basculer parce qu'en fait, je n'attends plus quoi. Il y a ce côté-là aussi où justement, en fait, quand on fait de l'optimisation sur un projet legacy ou autre, les entreprises, quand tu vas le pousser en production, il faut le justifier. Et on est souvent bloqué par ça aussi sur le fait que j'ai fait de l'optimisation, t'as pas créé de ticket ou autre. Et oui, il peut avoir des régressions. Et c'est là aussi où c'est compliqué de tout améliorer. C'est pour ça que je suis vraiment parti du principe le pattern KISS où je vais au plus simple et j'améliore ce que je peux améliorer à mon niveau petit à petit sur certains features du TMA ou des évolutions où j'améliore petit à petit. Ça, je le déplace là sans impacter les autres dépendances, et voilà. Après, tu as aussi là, c'est tout le projet de migration où c'est un état des lieux de commencer actuellement.
et pour mettre en place toute la migration, donc avec toutes les étapes, tous les process qui sont en cours. Si ça, ce n'est pas fait, en fait, on ne peut pas améliorer le temps de démarrage local et build server à cause des versions legacy et de l'état de l'architecture en fait, des projets. Donc, en l'état, en fait, il y a besoin du travail en amont pour pouvoir améliorer cette partie-là. Donc, c'est autant exploiter cette partie temps mort dès que possible. Et donc là, ça c'est on va dire la finalité du avant-après. J'en ai parlé un peu du avant sur le fait que tout était manuel. RDP prod vendredi soir, ça il faut l'ignorer. C'est un truc. Mais avant, tout simplement, c'est faire un build en local, un publish, récupérer le binaire, le déployer sur la dev. Après une validation recette technique, donc c'est là on le déploie sur la pré-prod pour pouvoir le tester en pré-prod. Et dès que c'est prêt, la semaine suivante, on va le préparer pour la prod. Et tout ça, c'était vraiment du copier-coller sur les serveurs, donc se connecter au serveur. Et donc après, sur les 60 jobs, sur les 3 environnements, il y a cette partie-là où il y avait tout un pipeline qui a été mis en place et un git flow sur le fait que à partir du moment où on crée une branche fit ou feature, on a un build automatique. Donc, ça va créer l'artefact, ça va détecter le changement sur la dernière version de Git, sur la dernière version de Git. Qu'est-ce qui a été changé? Si c'est dans ce CS projet là, ça va récupérer le nom et donc c'est ce job là qui va être modifié. Et donc, c'est ce job-là qui va justement être livré. Parce que vu qu'on a 60 jobs, il faut sélectionner quel job qui a été modifié et quel job il va être livré. Et donc, on va juste créer l'artefact de ce job-là. Et dès que c'est livré en dev, c'est là où il y avait la tokenisation qui sera récupérée dans les librairies, donc le serveur de dev. Et après, on refait un autre build, sur Azure. Et c'est là où ça va créer l'artefact. C'est le même artefact vu qu'on est sur le même branche, il n'y a pas de commit. Ça va créer un autre artefact sur la pré-prod mais avec les app settings de la pré-prod. Et pour la prod, on a besoin d'une approbation, avec la pré-prod et la prod, on aura besoin d'une approbation du tech lead ou du développeur. Et donc, on n'a plus ce côté-là où on doit accéder au serveur manuellement, et copier-coller des binaires. Et là, ce sera vraiment des artefacts qui sont buildés et pas buildés en local. Ce qui évite forcément certaines erreurs humaines. Je vous cache pas que là, à ce niveau-là, c'est pas vraiment moi qui a fait les jours hommes à ce niveau. Mais j'en ai un peu parlé sur le fait que avec l'IA, ça m'a beaucoup permis d'utiliser ce petit temps mort-là. Mais sans IA, j'ai essayé d'imaginer ça et dans mes anciennes missions, je me suis dit, autant qu'architecte, c'est quand même super complexe de créer juste des scripts pipeline ou autres pour pouvoir builder, essayer de gérer plusieurs versions ou autres et vraiment créer cette partie CI/CD là. Et je me suis dit, avec l'IA, c'était beaucoup plus accessible. Et l'IA, en fait, je le vois vraiment dans le sens où ça me permet d'accéder à certains domaines où, si j'avais le temps, j'aurais pris le temps. Mais si j'ai pas le temps, ça me permet d'accélérer les choses, mais aussi d'accélérer l'apprentissage. C'est super important dans le sens où j'ai énormément appris, que ça soit juste la tokenisation où j'ai dû passer par du Azure Library où je me suis dit que il y avait juste du Azure Vault pour améliorer les choses. En fait, je pouvais passer par Azure Library. Et sinon, même les scripts PowerShell où j'ai testé les scripts PowerShell, à des moments ça fonctionnait pas, je comprenais pas, je rentrais quand même dedans. Et j'ai fait un peu de durable aussi, donc le temps mort aussi, des fois, c'est subjectif, mais j'ai vu que ça m'intéressait aussi, j'ai pris vraiment le temps aussi d'apprendre. J'avais une question par rapport à ça, parce que tu dis que tu as économisé quand même beaucoup de temps sur tout ce truc-là, mais justement en termes d'appropriation de tout ce que l'IA a fait pour toi, combien de pourcentage tu penses tu as vraiment compris
par rapport à ce que l'IA t'a généré s'il fallait que tu le reproduises? Est-ce que tu serais obligé de est-ce que tu serais capable de reproduire ce que l'IA a produit ou tu serais obligé de passer encore par l'IA pour reproduire le même schéma? Est-ce que tu as eu une connaissance que tu t'es acquise grâce à ça et environ combien tu penses? Bah, c'est là où je disais, par exemple, je ne suis pas expert en PowerShell. Et la partie PowerShell, vu qu'il y avait quand même pas mal de PowerShell ou autre, c'est pas vraiment mon domaine de métier, mais je vois à peu près les parties où il faut changer ou autre. Et donc cette partie-là, je voulais pas apprendre à faire du PowerShell. Je voulais vraiment avoir un vue global sur vraiment toute l'architecture, comment ça fonctionnait. Et donc forcément, je devais présenter aussi tout l'architecture, la tokenisation, la CI/CD ou autre à tous les développeurs. Et donc c'est là où je disais le support. Et ce support-là, bah si je fais quelque chose et je ne maîtrise pas ce que je fais, ma crédibilité autant que développeur qui a fait quelque chose sur cette partie-là, elle est pas moindre, mais genre elle est un peu complexe. Et donc c'est là où il y a tout ce que je fais, en fait, il faut que je le maîtrise, mais pas les scripts PowerShell, par exemple. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt de maîtriser totalement ce script PowerShell. En fait, ce cas-là, c'est tu l'utilises comme un outil, contrairement à quand tu as l'agent sur le projet où tu l'utilises peut-être un peu moins comme un outil où c'est lui qui va faire le dev et il va faire un gros travail pour toi. Là, on l'utilise comme outil, donc tu as, comme le script PowerShell, par exemple, si tu as besoin de régénérer des scripts PowerShell, je pense pas qu'il y ait une grande connaissance perdue puisque tu utilises ce script-là comme un outil. Alors que si tu utilises directement un agent qui va te faire toute la migration, qui va te produire du nouveau code, des nouveaux tests, changer l'architecture, peut-être que là, il y a des choses que tu ne comprendras pas forcément, alors tu vas prendre du temps à review. Là, non, c'est un cas un peu différent où là, tu sais en amont ta demande, tu sais l'attente, enfin, ce que ça doit produire. Donc, je pense que tu as quand même une meilleure maîtrise dessus puisque tu connais l'attendu et puisque c'est toi qui as utilisé le script, tu as quand même plus la main sur ce qui a été fait et je pense que Moi, le souci que j'ai par rapport à ça, c'est si tu as un bug sur le script PowerShell qui a été créé, le temps que tu vas mettre à pouvoir trouver c'est quoi le bug va peut-être te bousiller tout ce que tu avais économisé comme temps à la création du truc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Il faudrait peut-être faire un retour sur expérience sur ce que l'IA a fait pour faire une montée de compétences pour que si jamais il y a un problème avec, on sache ce que l'IA a fait pour pouvoir le corriger plus rapidement parce que sinon, ça va nous prendre encore plus de temps faire du rétro-patinage. je pense que ça a été segmenté. C'est ça, en fait. En fait, à ce niveau-là, c'est pas un gros script tout court aussi. C'est vraiment des scripts qui sont segmentés. C'est-à-dire chaque step, que ce soit un build du .NET.8, 4.8, le 8 ou récupération des versions des nuggets ou autres, c'est vraiment segmenté. Et donc ces petits scripts-là, elles sont vraiment isolées elles sont isolées tout simplement. Et donc si on sait que cette partie-là, elle est fail, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, tout simplement, c'est que ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas trouvé un nom d'un CSproj. Le CSproj, il n'existait plus. Je sais pas pourquoi j'ai les supprimé, mais il n'existait plus. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là où, quand je suis allé dans le build, tout simplement, j'ai regardé la step et j'ai vu, en fait, il y avait un reject qui n'était pas correct. Et c'est là où j'ai adapté, du coup, le reject qui n'était pas correct et le fait que ça soit segmenté, comme PA disait, en fait, c'était pas aussi long que ça de les retrouver, même si ça reste du PowerShell. On reste toujours des développeurs à ce niveau-là pour faire des analyses, rechercher des bugs, comment ça fonctionne ou autre. Et c'est toujours le même principe de recherche. Il y a cette erreur-là. Je vais essayer de retrouver c'est à quel endroit et ainsi de suite. Je vais essayer de tester si c'est vraiment ce problème-là et voilà. Plus tu vas réduire la taille du script, du prompt, plus tu vas réduire la possibilité d'erreur. C'est comme tout. En fait, si tu demandes à un agent corrige-moi ce test versus migre-moi tous ces tests-là dans un nouveau framework, la balance n'est pas du tout la même. Donc, plus tu vas faire des scripts petits ou des prompts petits, et du coup, tu as l'occasion d'en faire plein, ou même de paralyser, tu peux isoler plusieurs cas d'erreur et te concentrer sur vraiment là où ça ne fonctionne pas, au lieu de faire un énorme dire, voilà, il me faut 10 choses à faire,
il y aura peut-être de la casse, mais voilà, fais-les. Et ensuite, tu passes beaucoup de temps à review le code, à essayer de comprendre. Et parfois, en fait, il faut lui redemander de refaire une. Et en fait, tu as peut-être perdu plus de temps que prévu. Donc, le fait de, suivant les cas d'usage, de scinder les choses et de les découper en unités logiques, ça a beaucoup plus d'intérêt et ça limite la casse. Moi, c'est juste pour avoir un retour personnel. Tu dis que tu fais des projets perso. Moi, par exemple, j'utilise l'IA pour faire un projet perso et je n'ai plus trop de connaissances côté front. Parce que je fais beaucoup de back et ça fait un moment que j'ai plus fait de front-end. Et moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, même si je fais des petites tâches ou des grosses tâches, si je n'ai pas la connaissance à un moment donné sur le framework ou des choses, je vais finalement repasser du temps derrière. Je vais perdre beaucoup de temps en fait à essayer de comprendre ce qu'il a fait. Parce que j'ai fini un dev, j'ai testé ce qu'il a fait et ça marche pas. Et donc là par exemple, je peux te dire que je stagne, ça fait peut-être 2 semaines parce que j'ai pas assez de temps. Mais il a produit un gros code finalement et j'arrive pas à trouver mon bug. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement, si j'ai pas pris le temps de faire le truc moi-même, de partir de ma base, est-ce que ça aurait pas été mieux? Pourtant, côté back par exemple, quand il y a des bugs, tu vois, je détecte tout de suite. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut devenir aussi limitant selon le cas d'usage? Une grosse feature, hein. Je parle pas de... Ouais. À ce niveau-là, en fait, ça reste toujours la méthodologie, dans le sens où, par exemple, PA, il disait, en fonction du découpage, que ça soit du front ou du back. Par exemple, le front, si, dans le sens où, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas un cas concret, mais si, imaginons, tu découpes un skill spécifique où cette compétence-là, elle est que sur cette partie-là, c'est l'IA, l'agent IA, il va dire, toi, tu vas dire, utilise ce skill-là pour créer une nouvelle page et respecte ce design pattern, design system, pardon. Et crée-moi juste avec des mocks de données, sans parler avec le back directement, et tu auras une visibilité. Donc, c'est vraiment étape par étape. Et donc, à partir du moment où tu as cette visibilité-là, tu vas dire, OK, maintenant, essaie de brancher, et vu que j'ai déjà la partie back que tu as fait, ou que l'IA a fait, n'importe, tu vas dire tout simplement, il y a cette partie-là, du coup, c'est cette endpoint-là, cette endpoint-là, cette endpoint-là, et donc, il va l'utiliser. Et c'est là, en fait, où, si tu le demandes trop un truc générique, ça reste comme un humain dans le sens où tu as bâclé les choses et tu vas avoir un vue globale. Mais si tu restes dans le détail petit à petit, étape par étape, pour moi, là, ça reste toujours mon retour d'expérience parce que j'ai quand même utilisé, et de mon point de vue, j'ai quand même utilisé pas mal de choses depuis le début, l'IA et autres, et j'ai eu ces problèmes-là aussi sur le fait que j'étais trop générique. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai essayé vraiment de découper les choses. Et c'est pour ça, je partage aussi ce côté-là sur le fait que plus tu découpes, plus il sera plus précis. Pour moi, en fait, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que peu importe que tu sois petit, que tu poses une question, une grosse question ou une petite question, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même un minimum de connaissances sur ce que tu es en train de faire. Par exemple, vibe coder, c'est peut-être bien, tu vas avoir un résultat et, au bout d'un certain moment de prompt, mais il y a des features qui sont peut-être assez spécifiques et que si tu n'as pas les compétences, finalement, est-ce que tu vas réussir à bien le prompter? C'est ça, c'est un peu ça. Vu que tu m'as dit que tu fais des pipelines, par exemple, peut-être que toi, tu es fort, je ne sais pas, dans Jenkins, donc tu sais visiblement un peu ce qu'il est en train de faire. Tu vas changer de techno, je ne sais pas, si tu vas aller sur GitLab, est-ce que ça ne va pas être différent? Pour moi, ça reste toujours le même schéma, dans le sens où ça reste une pipeline. Tu vois, comme tu le dis, en fait, tu as besoin de cette connaissance-là pour pouvoir avancer et découper ton schéma de pensée.
Si, pour le vibe coding, c'est un autre sujet pour moi parce que un vibe coder, forcément, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le métier et donc il va essayer de faire ce qu'il a comme connaissance et d'apprendre. Ça dépend de l'approche, mais si c'est un vibe coder pour moi, s'il rentre deep dans le sujet, par exemple, s'il pose des questions ou autre, il peut sortir avec quelque chose de super bien. Mais forcément, s'il faut avoir certaines notions sur comment déployer, que ce soit sur Vercel ou avoir une base de données Supabase ou autre, ou avoir un nom de domaine, par exemple, cela, s'il part dans ce sens-là, petit à petit, il pose des questions, il peut aller super loin. Maintenant, oui, s'il veut faire du debug, il va juste dire change-moi le background en noir, en sachant que ça leur aurait pris même pas 2 minutes et là il aura gaspillé des tokens. Donc ça dépend vraiment. Donc c'est pour moi un vibe coder, c'est un autre sujet, mais autant que développeur qui utilise un IA, d'où le fait que je disais développeur augmenté par IA, c'est que autant que dev, c'est qu'importe le langage que tu fais, c'est le mindset qui est le plus important de mon point de vue. Là, ça reste vraiment mon point de vue sur le fait qu'un développeur, tu as un certain mindset ou tu as certaines habitudes que tu fais souvent, inconsciemment carrément, pour débugger ou autre analyse ou coder ou avec les bonnes pratiques ou sans bonnes pratiques, ça dépend. Et voilà. Ouais, je pense en fait, il y a des questions à se poser. Si on prend ton cas concret, donc tu dis que tu maîtrises pas cette partie front. Déjà, d'où vient le front sur ton projet? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé complètement par l'IA? Comment ce choix-là il a été fait? En fait, d'où vient cette stack-là? Parce que, en fait, initialement, ce que tu pourrais faire, c'est générer toute la config IA de la stack existante pour avoir quelque chose de clair. Si tu peux ensuite faire les tests toi-même et dire adapte le code pour faire fonctionner ces tests, en fait, il y a quelque chose à faire d'étape par étape pour faire fonctionner ton code si tu maîtrises pas forcément la stack. Et je pense qu'à force de mettre les mains dedans, tu finis par comprendre plus ou moins un petit peu les choses, sauf si tu es sur un langage qui est vraiment très complexe et que très peu utilisé. Moi, pour mon cas concret, j'ai utilisé Angular jusqu'à la version 8 ou quelque chose comme ça. Et après, voilà, c'est parti. Oui, donc c'est... Non, je pensais récemment. Il y a eu plein d'évolutions, j'ai pas pu suivre. Et aujourd'hui, par exemple, je lui ai dit ça fait 2 semaines que j'essaie de pondre quelque chose. Bon, déjà, j'ai essayé en Flutter, c'était de la merde. Je comprenais pas, tu vois. Et donc, du coup, j'ai viré Flutter et après, là, je suis passé sur Angular. Là, je comprends un peu mieux. Ouais, mais Angular, le problème, c'est que à chaque nouvelle version, c'est totalement différent. Il casse tout, que ce soit avec les signaux, la partie réactive, la partie... Tout ce que je remarque finalement, est-ce que finalement, des fois, sur certains sujets, on n'a pas besoin d'une connaissance peut-être un peu pointue? Je te retourne la question, est-ce que tu as besoin de connaître chaque version d'Angular, sachant que ça change à chaque fois? Il faut à chaque fois réapprendre comment ça fonctionne. Est-ce que tu as un intérêt à connaître chaque version? Si tu connais un peu les bases du dev, donc là on est sur du JavaScript, HTML, si tu connais cette base-là, que tu sais faire des tests et que tu sais piloter ton outil IA, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir? Tu peux garder un œil sur les fonctionnalités Angular, ce que ça te permet de faire, ou un petit peu les évolutions, mais tu n'as pas besoin de maîtriser le framework en lui-même. Oui, je pense que je vais y arriver, tu vois, mais finalement, je pense que je ressens la limite de l'IA, tu vois, à un moment donné. Parce que justement, je n'ai plus peut-être les connaissances nécessaires pour continuer. Parce que avant, oui, effectivement, c'est comme je te dis, là, tout le code back-end, par exemple, qui génère, je le vois direct, en fait, quand il y a un truc. Alors que le code de front, j'ai plus de mal. Il faut que je me mette dedans. Il faut que je sache c'est quoi un signal. Alors que Non, ça on pourra en discuter, mais c'est vrai que là, on parle d'évolution du framework et ça évolue c'est même, en fait, je dis, c'est tous les 6 mois que tu as une nouvelle version. Donc, il faut suivre ce rythme-là aussi. Et comme il y a souvent des retours en arrière ou des choses qui sont annulées, en fait, même les devs en eux-mêmes ne comprennent plus comment fonctionne Angular. Parce que ça bouge tellement vite. Mais c'est le JavaScript en lui-même, tous les modules, c'est complexe. Et soit tu es spécialisé là-dedans, soit tu essaies d'avoir une vue plutôt d'ensemble et de maîtriser on va dire les bonnes pratiques pour faire fonctionner le tout sans avoir besoin de comprendre chaque ligne parce que ça demande un gros travail en amont. Ouais. Je voulais rebondir sur son intervention dans le sens où je me demandais s'il y avait des spécificités de l'IA par rapport à la gestion du front. Je m'explique. Au niveau du back, tu vas gérer des données et quasiment que des flux de données qui sont relativement logiques. En front, tu as une logique qui est beaucoup plus spécifique. Tu as une logique qui est une logique d'affichage, d'interface et d'utilisation humaine qui parfois
peut paraître contre-intuitif. Tu vas te retrouver à mettre du debounce, des choses comme ça. Tu vas avoir besoin d'un affichage qui va se faire à tel moment. Tu vas avoir besoin d'un comportement spécifique si l'utilisateur n'a pas tapé depuis tant de temps, etc. C'est une logique qui n'est pas une logique purement fonctionnelle, une logique purement de données, et qui me semble pas forcément très intuitif pour l'IA. De la même manière, tu vas avoir besoin de structurer tes données visuellement. Et l'IA, elle va bosser, je suppose, qu'avec la partie texte. Donc elle ne sait pas à quoi ça ressemble en sortie. Du coup... C'est là où justement, en ce moment, justement, Anthropic, du coup, Claude Code, où pendant leur meet-up ou autre, ils se sont dit, pour la partie front ou autre, j'ai les vu de loin. Je suis pas rentré, j'ai pas regardé le meet-up ou autre. Mais le point MD justement, c'est que du texte. C'est du texte, même si tu fais des schémas et tout, c'est pas trop visuel. Et l'IA actuelle, c'est qu'ils ont quand même un certain visuel où ils screenent et ils peuvent voir, ils peuvent supposer ça c'est un bouton, il est placé là ou autre. Et là, au lieu de passer par un MD, par exemple, pour le design ou l'UX, parce que c'est du UX forcément, l'UX, c'est que tu peux générer maintenant des schémas. D'habitude, là, actuellement, ce que je fais, c'est que pour le front, je génère pas des schémas, pardon, c'est des wireframes. Les wireframes, du coup, c'est du point HTML qui te permet d'avoir une visibilité globale de ce que tu voulais. Il n'y a rien, c'est juste du mock ou autre. Et donc, le wireframe, tu vois, c'est comment. Si tu cliques, ça, il y a un loader, il y a un machin truc, et il peut moquer la valeur suivante. Est-ce que tu sais si en termes de coût, c'est la même chose que pour du développement back? Parce que intuitivement, j'aurais tendance à dire que ce genre d'interaction de l'IA avec un wireframe devrait être beaucoup plus coûteux que simplement de l'interaction avec du texte. En termes de coût, je pense que ça consomme plus de tokens. je te cache pas que oui, forcément, ça va dépenser plus de tokens parce que forcément, créer toute une visuelle de balise plus les règles métiers à côté, ça va dépenser plus de tokens. Maintenant, il y a toujours ce côté-là où moi, la façon dont j'essaie de faire, c'est de switch entre un modèle qui est super puissant, que ce soit GPT 5.5 ou Claude Sonnet 4.7 ou Opus. Et j'utilise aussi des versions un peu plus, on va dire, exotiques, du genre du GLM5 ou d'autres Kimi 2.5, vraiment pour voir à peu près la différence et essayer d'avoir une méthodologie. Est-ce que sur celui-là, si je fais juste un petit prompt, je veux cette page-là, j'essaie de le générer, je regarde. Et un autre, je veux cette page-là, j'essaie de le générer, je vois ça fonctionne pas. J'essaie d'aller plus en détail et je vois qu'il arrive quand même à s'en sortir. Et donc, ça dépend vraiment aussi de cette méthodologie-là. Et... Tu as eu des belles évolutions aujourd'hui côté front. Tu n'arriveras pas sur quelque chose quand même de parfait. Parce qu'on reste quand même sur du front, de l'UI, de l'UX. Tu as donc, comme je disais, Opus 4.7 qui a quand même une spécialisation sur la partie front. Alors que si tu veux quelque chose de plus performant côté back, tu vas sur du GPT 5.5. Donc, suivant les modèles, tu vas un peu ajuster. Tu as la partie config de l'IA, les skills, où tu peux faire des choses. Donc, instruction de skills, essayer de l'orienter vers là où tu vas aller. Tu as la partie MCP où tu peux configurer, donc par exemple, si tu as des maquettes Figma pour qu'ils puissent lire ces données-là sans consommer trop de tokens, puisque c'est en fait un port qui va adapter avec un autre outil. Il y a des choses aussi aujourd'hui qui sont en place, qui continuent d'être mises en place, en continuelle évolution. Mais on est déjà mieux qu'il y a quelques temps au niveau front. C'est assez bluffant aujourd'hui ce que ça permet de créer. Mais t'es pas en termes de... Alors UI, je pense que ça peut aller. En termes du UX, si tu es sur quelque chose d'un peu plus complexe, qui a une DA spécifique pour un client, ça arrivera peut-être pas à 100% des exigences, mais ça s'en rapproche de plus en plus. Ouais, je sais pas si je suis extrêmement d'accord avec tout ça. Moi, j'ai envie de dire que, en vrai, sérieusement, tu peux tout faire, quoi. Je pense que nous, là, à peu près tous autant qu'on est ici, on a un biais parce qu'on est globalement un peu plus orienté back que front. Tous autant qu'on est ici. Et donc spécifier des trucs côté back, ça on sait faire. On sait parler le langage du back. On sait qu'il faut faire de la persistance, des machins, des bidules. Hein. Spécifier un front, non seulement c'est pas la même chose, on n'a pas forcément les compétences, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus complexe comme tâche. Hein, parce que un front, par rapport globalement à un back, c'est un truc qui accepte des signaux asynchrones dans tous les sens. Et arriver à se dépatouiller pour spécifier ça, surtout quand on n'est pas spécialiste,
c'est une sacrée merde. Donc déjà, les gens qui sont spécialistes, déjà, ils y arrivent pas super bien, hein, ça itère beaucoup, et à raison, hein, c'est des problèmes hyper complexes, donc voilà. Mais à mon sens, si tu arrives à bien tout spécifier, éventuellement avec l'aide de l'IA, mais si tu y arrives, tu obtiendras un bon résultat pour peu que tu appliques toutes les méthodes dont on est en train de parler, c'est-à-dire segmentation, etc., bien découper tes trucs, etc., etc. Pour moi, c'est avant tout un problème de spécification produit, quoi. Par ailleurs, sur les méthodes pour spécifier, on vient de parler de wireframe rapidement, mais il y a des tas d'outils pour spécifier des fronts, des user journey, des personas, des machins, des bidules. Mais il faut investir un peu dedans. Il faut construire tous ces outils, adaptés à ton projet. Et là, tu vas te permettre de te mettre dans des situations qui vont te permettre d'identifier réellement ce que tu cherches à faire. Et une fois que tu auras bien défini ça, ton IA, elle fera un truc nickel. Et juste une petite dernière chose sur les wireframes, les histoires de debugging et tout, juste pour montrer, moi j'ai été vraiment super bluffé par ça. Chercher à faire un truc un peu réactive, desktop, mobile, mais avec des designs assez différents. Parce que je voulais essentiellement de l'interaction clavier sur desktop et de l'interaction touch sur mobile classique, quoi. Bon, évidemment, tu lui balances ça et tu lui donnes une page complexe à faire, c'est même pas la peine, hein. Mais par contre, je me suis amusé à essayer de lui faire corriger les trucs en étant un idiot. Ce que je lui ai dit, c'est mets en place un framework de test end-to-end front, en l'occurrence un playwright. Tu choisis une résolution pour le mobile, tu lances les tests, tu prends les screenshots. Tu analyses les screenshots, moi ce que j'attends c'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas selon toi? Et il m'a donné des super réponses et était capable de corriger ces trucs. Donc, tout ça pour dire, il y a plein de manières de travailler avec l'IA, il faut essayer d'aller explorer tout ça, quoi. Et quand on n'arrive pas à déterminer comment on aimerait demander à l'IA de faire le truc, eh ben, demandons-lui comment lui demander. On va continuer un peu. On a un peu passé, on va dire, on a un peu fait le tour des choses. Il y a juste les pièges à éviter. Les pièges à éviter, tu veux en parler des pièges à éviter? Non, mais c'est de manière globale, tu l'as dit le long de la présentation, mais toute la partie secret, suivant les clients, il y a encore des projets où tout est stocké dans le projet, les clés, accès, les secrets pour la base de données. Forcément, si on a un agent qui tourne sur le projet ou alors qu'on passe par un chatbot et qu'on lui donne ces fichiers-là, on expose ces données-là à l'extérieur avec toutes les conséquences possibles. Donc, il y a donc certaines notions à prendre en compte, à faire attention. Après, tu avais parlé des hallucinations des versions. Donc, à chaque fois, c'est vérifier, faire attention aux données qu'on envoie, anonymiser si possible, lui donner assez de contexte, mais pas trop pour pas que le contexte explose. Et je pense que c'est un peu pratique. Ouais. C'est très bien. Sinon, on va passer 3 messages à retenir. Je vous cache pas que j'ai fait le diapo aussi avec l'IA. Et donc, j'avais pas de temps mort, que ce soit au niveau famille ou au niveau travail. Donc, j'ai fait avec l'IA et je sais pas si vous avez apprécié cette présentation, mais on en a un peu parlé, ce que vous avez fait du coup avec l'IA entre temps et même notre tour d'expérience. Et sinon, on va passer à la suite, à part si vous n'avez pas d'autres questions. En faisant tout ce projet-là qui était à la base de faire une migration TFS vers Git, est-ce que vous avez plus appris sur Git ou sur l'IA? En fait, à ce niveau-là, c'est moi, de mon côté, comme je disais, je l'utilise tout le temps l'IA au niveau perso, depuis la sortie. La sortie, c'était quand? 2021? 19? Que 19? Non. Si? Non, j'utilisais 2020, 2021. J'utilisais déjà les chatbots et tout, et donc c'était là où il y avait le métier prompt engineer, prompt engineer, on va dire, qui devait sortir. Mais entre-temps, c'est un métier qui a très vite disparu. Dans le sens où là, maintenant, l'IA, on utilise des skills, c'est-à-dire des compétences
quand on le branche sur l'IA, qui permet de lui dire, bah là, tu sais faire ça, et ainsi de suite. Et moi, j'ai pas appris grand-chose. Ce que j'ai énormément appris, c'est vraiment le métier même. Dans le CI/CD, l'approche pipeline et autres, c'est vraiment comment créer des scripts, pourquoi utilise des variables ou autres. Vraiment, c'est vraiment l'utilisation de Azure Pipeline sur le from scratch. Parce que avant, dans mes anciennes expériences, j'avais déjà utilisé Azure, mais pas la création des débuts. C'est-à-dire, je débuguais, je sais qu'il faut que je lance ce build-là, ou ainsi de suite. Mais je suis pas rentré dans les steps, comment récupérer cette version-là, comment clean copier, faire un robot copie dans ce serveur-là. Ça, j'avais pas énormément de notions. Je le voyais, mais j'avais pas de notion à ce niveau-là. Et même, par exemple, juste de faire du GMSA, ou le GMSA, du coup, j'ai oublié. mais avant, en fait, on utilisait un compte administrateur tout court et qui avait le droit à tout. Et un compte GMSA, justement, c'est pouvoir accéder en Kerberos. Je vais pas raconter n'importe quoi, mais du coup, à ce niveau-là, il y a pas mal de choses que j'ai appris. Il y a un défaut à tout ça, de mon point de vue, c'est que il y a énormément d'informations pour tout, énormément sur plein de choses, et forcément aussi, on peut pas tout stocker. Il y a des choses où c'est temporaire, où je vais oublier, où je vais pas garder. Il y a des choses qui comptent plus pour moi, donc je vais les garder. Mais il y a des choses pour moi, forcément, je vais dire, ça me sert à rien et je vais oublier 2 jours après. Et voilà. Après, ce que je peux conseiller, c'est dès que tu peux, utilise un agent, différents modèles pour te faire ton propre avis sur des technos différentes, des besoins différents. Et parce que c'est comme ça que tu apprends plein de choses. Tu comprends comment apprivoiser l'IA en question, l'agent, le modèle, comprendre son fonctionnement, comprendre comment tu dois lui parler pour avoir le résultat que tu veux. Parce qu'en fait, ça évolue suivant le type de modèle, suivant le type d'agent. Par exemple, tu vois que ils ont sorti Opus 4.7, Opus 4.6 a pris un coup parce qu'ils l'ont nerf. Du coup, il faut que tu vois un petit peu comment tu travailles la chose. En fait, c'est en travaillant continuellement avec que tu apprends à l'utiliser correctement, et c'est en faisant ce genre de projet, quand c'est des gros projets ou alors c'est des demandes, des besoins très différents, où tu vas voir en fait que ça réagit très différemment suivant ton besoin, et tu apprends énormément dessus. D'accord. Et j'aurais une dernière question. Est-ce que vous avez quantifié le temps de vos temps morts et la montée en compétences, le temps que ça vous a pris, pour pouvoir prévoir de le mettre peut-être dans le prochain sprint pour que les autres développeurs aient du temps alloué, selon vous, pour faire la même montée de compétences pour que tout le monde atteigne le même niveau, quoi? En fait, c'est comme je disais, en fait, la TMA, c'était pas vraiment nous qui décidons à ce niveau-là, et on n'a pas vraiment notre mot à dire sur le planning. C'est un peu complexe. Ça dépend des missions. Il y a des missions où on a souvent des temps alloués tous les vendredis après-midi, ou une fois sur 2. Mais là, c'est vraiment 0 temps d'amélioration continue. Oui, mais dans une rétro, tu peux toujours dire que ça m'a pris tant de temps, et voici tout ce que j'ai réussi à économiser comme temps. Donc, ce serait bien que pour les autres, on fasse une uniformation. Totalement. À ce niveau-là, mon tech lead ou ma product owner, elle sait tout ça, tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai partagé, ou d'autres personnes qui utilisaient l'IA. On a même essayé d'avoir un Git copilote pour nous aider, mais ça a été refusé. Donc, c'est vraiment dans un contexte aussi, il y a un contexte économique dans la société qui ne permet pas, on va dire, de faire ce côté-là. Mais sinon, oui, du coup, mon tech lead, il n'était pas trop branché IA. Et là, c'est un peu au niveau perso où on lui a montré un peu avec un autre collègue. Et donc là, il est à fond dessus, il essaye. Mais ça, c'est à son temps perso où il teste des petits trucs, et il adore aussi de tester certaines choses. Mais donc voilà. Sinon, depuis tout à l'heure, je vois que sur ton téléphone, En fait, j'ai eu pendant qu'on parlait, en fait, je travaille sur un projet open source, j'en avais parlé un peu, et j'ai une idée, et donc du coup, j'ai envoyé un petit message sur Telegram, et le bot, il a fait le dev. Comment ça? Attends, explique. En gros, il y a plusieurs channels sur le Telegram. Ok, attends, 2 secondes.
Ça fait le même bug que. Ouais, Ok. en gros, j'ai commencé dans brainstorming où je lui ai fait part d'une idée. Et donc, il a généré, il a créé une PR sur GitHub. Je pense que tu peux directement aller Ok, dessus. je peux aller dessus. Ouais, en fait, j'ai fait part d'un besoin dans un channel où, à partir de ce besoin-là, il va créer une pull request avec un fichier de documentation MD. Ah, forcément. Excusez-moi. Donc, je peux partager mon nom. Je pense, ouais, si tu fais Ouais, l'écran l'écran entier, c'est plus entier. simple. Mais, je lui fais part d'un besoin dans un channel, il va créer une fichier de documentation. Je vais dans un autre channel, je lui dis, voici la PR, donc je lui donne le lien de la PR. Lui, il a le fichier de documentation, et donc du coup, à partir de là, il va faire le dev tout seul. Il va me dire, voilà, c'est terminé, voici le dev. Donc là, on a une PR à jour avec les modifications faites. Donc, On a le problème effet démo, c'est que il n'a pas généré le fichier de documentation. Il a fait le dev directement. Mais enfin voilà, là c'était un besoin tout bête où c'était donc sur un projet d'optimisation d'image où c'était d'afficher une gauge de réduction. Donc à quel point ça a un impact sur l'image en elle-même, la réduction. Je lui ai fait part de ce besoin-là et donc il a généré le code directement. On a un autre channel de review où donc je lui ai demandé de review la PR. La review est en cours et il n'a pas répondu, donc je ne sais pas s'il s'en sort ou pas. Du coup, tu vois, là, il a fait le dev, mais bon. Très code en review. cours. Voilà. En gros, c'était un peu l'idée de montrer, on a différents channels, il y en a un autre de config où on peut configurer donc, ce bot-là. C'est un bot qui est spécialisé sur le projet. Il a accès à toute la configuration IA qui est sur le projet, en plus de comment on l'a configuré, suivant le type de channel. Et en fait, ça nous permet aujourd'hui de développer juste en envoyant un message sur Telegram et le bot va s'occuper de faire le dev de bout en bout jusqu'à ce qu'on arrive sur une PR qui peut review. On aura un compte rendu de la review, on peut lui demander applique telle modification. Il va nous les faire, il peut refaire une contre-review et à la fin, on a juste on peut lui dire tu peux merger la PR et avancer ainsi de suite. Je crois qu'il a répondu. Mais je crois que là, ça tourne sur donc en gros ça tourne localement sur un PC via OpenCode et c'est un modèle GLM 5.1, je sais plus. 5. Donc en fait, on a une intégration donc sur un PC physique qui est connecté à Telegram et donc c'est ce bot là qui va interagir avec OpenCode pour la partie IA. Bon, donc du coup, on a fait différents tests et ça a fonctionné bien pendant les tests. Là aujourd'hui, ça n'a pas bien fonctionné. T'as fermé la PR? Non. Non, ok. Mais voilà, initialement, il nous fait un fichier de documentation et on a bien les différents process. Après, sinon, on peut montrer un process existant qui a été testé. Hein. Je pense que celui-là, c'est très bien. On a différents commits. Nathan, excuse-moi, c'est pas celui-là. C'est pas lui? C'est celui que tu avais. Mais du coup, Je pense. Hein, c'est il y a 2 jours, hier. Ouais, celui-là, c'est très bien passé. Voilà, on a plein de commits, c'est parfait. Ouais. Je pense que tu peux aller sur les commits directement. Et sur les communes directement. Oui, donc en gros, le premier commit, c'est lors de la demande dans le fichier brainstorming, où il a généré le fichier MD. Alors, je crois qu'il a peut-être créé le Git avec le dossier, et c'est le commit d'après où il a généré le fichier MD. C'est la partie spec. Donc ça, c'est en fait comme si on avait un agent fonctionnel qui est chargé de générer la partie spec, donc l'attendu, de comment on peut le faire, les différents critères. Et à partir de ça, sur un autre channel, donc le channel Feature Dev, où on va lui donner le lien de la PR, et il va dire, et à partir du fichier .mv, donc les spécifications, il va rédiger le dev lui-même. Et donc là, c'est un peu le résultat qui a été fait. Et avec les tests. Il a généré les tests aussi, donc il a respecté un petit peu les conventions du projet. Et puis après, il y a eu une partie review et je lui ai demandé, suite à la review, applique ces changements-là. Et donc, il a fait l'amélioration du code qui a été faite. Et donc ça, comme Pierre disait, en fait, c'est sur un PC chez moi où c'est un agent, un orchestrateur agentique qui s'appelle Hermès Agent, ou on installe sur du Linux, Windows ou Mac, n'importe. Et donc, il va orchestrer des agents. C'est-à-dire, on va avoir comme un Cloud Code dans un terminal. On va écrire ce qu'on veut au début. Et là, on peut lui dire, connecte-toi sur Telegram avec un gateway ou sur WhatsApp. Et là, après,
Cet agent-là, bah, il va dire comment faire et tout, comment ajouter un bot sur Telegram. Donc sur Telegram, il faut ajouter FatherBot par exemple et faire toutes les étapes. Après avoir fait ces étapes-là, tu vas ping tout simplement l'agent. Et dès que tu as ping l'agent, bah tu peux discuter avec lui. C'est-à-dire sur Telegram, ça va être connecté sur le PC de chez moi et parler avec Hermès. L'agent, il y aura qu'un seul agent au début. Et c'est là où tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire faire ce que tu veux. Là, par exemple, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé un seul agent, parce que c'était une presse que PA m'a présentée pour Mandala Wadangen. Assez rapidement, il m'a dit, ouais, tu viens Hyundai. Et donc, j'ai pas trop eu le temps de vraiment pousser le truc au bout. Mais là, j'ai créé juste un agent un peu global, générique, qui va faire du brainstorming, qui va faire du dev et qui va faire du code review. Donc, c'est un seul agent. Mais on peut les séparer, on peut faire un agent qui est vraiment spécialisé, spécifiquement, qui a les skills d'un product owner, qui a un skill d'un dev en fonction des technos, ou qui a un skill d'un code review QA, un peu les deux, on va dire. Et donc, j'ai fait un seul agent qui va, quand je veux le MP, où j'ai créé un channel groupe où je l'ai invité. Et en fonction des topics, d'où le fait que là, par exemple, on a feature dev, code review, brainstorming, config. Ça, c'est la configuration si on veut changer des configs dessus. Bah, brainstorming, j'ai rajouté des rôles où il va être spécialisé seulement sur du brainstorming, échanger avec la personne qui interagit. PA, par exemple, j'ai l'invité dans le groupe, il peut interagir avec. Et ça, c'est dans une waitlist aussi, pour minimum de sécurité, où je dis, bah, ajoute Pierre-Antoine Berthier dans la liste des waitlists pour pouvoir interagir avec toi. Et donc, c'est là où chaque topic, c'est des rôles spécifiques sur les channels. Et donc, d'où le fait que, forcément, il y a aussi la partie configuration GitHub. Configuration GitHub, donc dans les secrets, rajouter des secrets et lui donner accès à un certain, par exemple, que ce repo-là, ou sinon, si c'est en public, bah, tu peux juste créer des PR, il peut pas merge. Donc, il faut vraiment jouer avec aussi. Et donc, voilà. C'était la partie, on va dire, assez fun où on voulait un peu présenter aussi sur le fait que, pour moi, de mon point de vue, il n'y a pas de limite avec l'IA. Ça reste toujours un outil qui nous permet vraiment, autant que développeurs, on a énormément d'avantages aussi sur le fait que on peut apprendre, que ce soit la partie product owner, je sais pas, la partie marketing. Si on veut faire du marketing, par exemple, créer des bots qui fait des posts sur Twitter, sur LinkedIn ou autre, ces parties-là, tout peut s'automatiser. Et donc, il faut juste s'y intéresser et être curieux. Et ce sera vraiment juste l'humain qui va limiter ce qu'on peut faire avec l'IA. Voilà. La seule complexité là-dedans, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, parce que par exemple, si je lui parlais un peu trop, bah, c'était peut-être trop d'informations pour lui, et donc du coup, c'était dans ce genre de cas-là où je cassais le bot. Et donc en fait, c'était comprendre comment les channels avaient été configurés pour savoir ce qu'il faut lui dire. Donc en fait, aller vraiment à l'essentiel de j'ai ce besoin-là, c'est tout. Et donc, j'ai pas besoin de lui dire fais-moi la PR, il sait qu'il faut le faire. Par exemple, bah, je vais sur le channel, je donne le lien de la PR, fais le dev, et c'est tout. J'ai pas besoin de lui donner plus de spécifications, plus de besoins, pour éviter en fait tout effet de bord et toute hallucination, parce qu'on tourne sur un petit modèle, donc il faut qu'on reste très restreint sur la demande. Microsoft a fait une étude sur l'utilisation de l'IA, c'est plus pour toi parce que tu as fait et je suis intéressé de savoir, parce que toi tu l'utilises, donc tu as vraiment le retour. Microsoft a fait une étude sur l'utilisation de l'IA, où ils se sont rendus compte que les développeurs gagnent 30% de productivité, mais que globalement, les features sortent 20% moins vite. Est-ce que toi, tu fais le même constat et comment toi, tu l'analyses? Microsoft a donné ses propres résultats, mais je suis intéressé par ce que vous deux, vous en pensez. Bah, moi, en fait, comme je disais, moi, de mon côté, c'est vu que j'utilise un chatbot,
je suis obligé de créer tout un fichier de contexte, un point MD en amont pour pouvoir faire mes devs ou mes TMA ou autres. Et donc, ça me permettait surtout aussi d'avoir des documentations parce qu'il n'y avait pas de documentation et donc j'étais obligé d'analyser. Donc, je prenais aussi le temps d'utiliser ce temps de dev là pour faire de la documentation. Mais de mon point de vue, pour moi, c'est pas que ça on perd 30% de features, c'est juste on va pas aller plus vite. Pour moi, c'est on va pas aller plus vite dans l'IA, mais ça va permettre d'améliorer certains comment dire. Tu parallélises des choses. Enfin, Ouais, le fait de paralléliser, en fait, tu peux faire autre chose que du dev, tout simplement. Et tu seras pas plus productif, forcément, mais par exemple, peut-être à long terme, sur le fait que entre temps, j'ai avancé sur un sujet, que ça soit de la documentation ou autre analyse d'un projet qui avait pas de documentation, et donc j'ai fait une documentation en parallèle pendant qu'il tournait. Bah, ça permet justement à l'amélioration continue de toute l'équipe. Et donc on peut pas comment on dit déjà, on va pas variabiliser, le quantifier, parce que c'est des choses qui peuvent être à long terme, qu'on va pas voir tout de suite, quoi, tout simplement. Si tu mets bout à bout, je pense que tu as quand même un gain de temps où ça dépend en fait des types de projets. Tu dois travailler sur 3 projets différents, tu as des tâches différentes. Qu'est-ce qui t'empêche de faire tourner 3 agents en parallèle? En fait, tu vas décaler ta charge de travail sur d'un coup, quand les 3 vont terminer, donc normalement, ils ne vont pas tous terminer en même temps, mais au moment où ça se termine, tu dois être ultra performant dans la review, dans la correction. C'est là où du coup, tu auras la grosse charge de travail. Donc, c'est forcément, si tu prends tout le temps, mais en fait, tu vas juste revenir à peu près au même que si tu n'avais pas utilisé d'agent. Et donc, si tu mobilises toute cette charge-là à ce moment-là, et qu'ensuite tu peux le lancer sur autre chose, ensuite il y a l'autre qui a terminé, en fait tu arrives à un moment où tu vas travailler en continu, mais il faut pouvoir être capable d'avoir cette charge-là, donc tu es sur plein de sujets différents, donc je pense que ça se relativise. Mais comme PA disait aussi à ce niveau-là, est-ce que ce soit plus haut product owner ou le métier même plus haut, ils sont capables d'absorber autant de features qui se terminent assez vite? Par exemple, actuellement, on est juste 2 à utiliser un peu l'IA à fond. Bah, les features, elles vont super vite et on est là en train de se dire, ouais, mais on n'a pas grand chose à faire. Donne-nous des tâches, entre guillemets, vraiment entre guillemets. Et c'est là où, ils disent, oui, on a plein de projets et tout, il faut juste patienter. Et donc, il y a ce côté-là aussi. Si tout le monde ne se met pas à jour en même moment, forcément, il y aura une décorrélation sur le temps. Et donc, on peut perdre du temps pour rien dans le vide. Parce que les devs, c'est là, par exemple, tout à l'heure, je disais, si je faisais de la refacto ou autre, si le QA n'a pas le temps de le tester, ma refacto, elle va jamais passer en production. Et donc, ce sera du code mort qui va attendre X temps quelque part. Et moi, j'ai l'impression que vous avez les mêmes problématiques avec l'IA qu'on a avec du code qu'on outsource. Ça veut dire que quand je fais affaire avec des Roumains, avec des Indiens, il faut tout le temps que je fasse plus attention sur le code review pour être sûr que quand je vais merger en prod, ça soit bien fait et tout. Mais j'ai l'impression que vous avez la même problématique finalement avec votre IA que ce qu'on fait dans du code outsource. Ça, en fait, pour moi, pas vraiment, parce que un exemple pour PA, au début, il était pas du tout IA. Il voulait tout faire, avoir la main dessus. Et je te laisse continuer la suite. Ah, mais il y a une évolution entre il y a une tâche complexe à faire, je l'utilise comme un outil, ou bien un chatbot, ça c'était au tout début, parce que chez des clients, c'était mal vu d'utiliser l'IA, donc on anonymise les données, on l'utilise, et comme ça, on reste dans le cadre du légal. Versus l'utiliser de bout en bout pour faire une feature, parce qu'on a bien paramétré le projet avec des skills, etc. On lui donne juste le lien du ticket, le work item, et en fait, comme il y a le MCP branché sur Azure, en fait, il te fait tout, il connaît les critères d'acceptance, il te fait tout de bout en bout. Il y a un gap entre ces deux-là. Tu peux voir le gain de temps, tu peux voir en fait là où tu veux garder la connaissance ou on va dire la perdre. Si c'est sur une tâche, on
on va dire un peu répétitives, où c'est des features similaires, où le code est très à jour. Et en fait, tu vas rien apporter, à part, tu sais, quoi ça ressemble et que ton agent est bien configuré pour, et qu'en fait, il va produire toujours le même type de code, à part le review, c'est bon. Ce sont des trucs un peu plus complexes, où il y a besoin d'une connaissance. Je suis quand même resté réticent par rapport à ça, ou même aujourd'hui, sur des projets, donc des projets perso front, je mets moi-même à jour des packages en lisant chaque patch note, de peur que, parce qu'en plus avec tout ce qui se passe, mais c'est comme ça toujours, et en même temps je reste au courant des dernières évolutions de ces packages. Côté back, c'est un peu différent, mais ça reste, par exemple, les nouvelles montées de version de .NET par exemple, je reste au courant. Ok. Ça dépend. Et à ce niveau-là, c'est une question aussi sur le fait que, imaginons par exemple, tu arrives à automatiser cette partie-là où tu veux mettre à jour des packages et tu lui dis tout simplement, voilà, je vais monter sur cette version-là, il va lire tout, il va te faire un résumé et il va dire aussi, il va chercher sur Internet tous les failles, s'il y a des failles sur certains trucs ou machin truc. Est-ce que toi, t'aurais pu récupérer autant d'informations directement sur les changes? Imaginons tu as 10 packages dans package.json. Est-ce que le fait que tu dois lire tous les patch notes et lui, justement, il le paralyse avec des recherches Google ou autre, s'il y a des failles, tu aurais pu le faire ce temps-là? Je pense que la charge de travail n'aura pas été la même. Aujourd'hui, ça me prend, je pense, une journée entière pour mettre à jour les packages pour 2 projets. Et on est très limité sur une petite stack, très peu de packages, parce que je préfère avoir la main dessus. Ça reste vraiment des trucs propriétaires du framework. Donc, on est très limité. Il y a très peu de choses à mettre à jour. La charge est supportable. Quand tu es sur un projet plus volumineux, il y a peut-être clairement l'intérêt d'automatiser tout ça et d'avoir un rapport. Et forcément, je regarde souvent les modifications qui sont faites côté code, mais quand tu as des grosses montées de version, tu peux pas régler tout ça. Totalement. Du coup, ça dépend vraiment des cas. Et, Moi, je voulais juste revenir par rapport à la question, il n'est plus là, donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais pour l'histoire sur Microsoft, ils ont un peu comparé des choux et des carottes, parce que ça rejoint ce que vous disiez, mais le delivery time, ça n'a rien à voir avec le development time. Enfin, ça a un petit peu à voir, mais c'est pas la seule composante. Donc, au pire, ce que ça montre, c'est que c'est pas linéaire. Et j'avais une autre question, parce que l'IA, c'est quand même vachement addictif. Enfin, je sais pas, mais on a tendance, on pose une question, on commence à faire un peu avec l'IA, puis après à la fin on fait tout avec l'IA, et en même temps on se rend compte qu'on est en train de détruire la planète parce qu'on interroge l'IA pour toutes les 5 secondes. Donc est-ce que vous avez un petit peu étudié, vous de votre côté, dans votre utilisation quotidienne, où on met la limite de la frugalité? Est-ce que avant chaque prompt, avant chaque instruction, vous dites: est-ce que j'ai vraiment besoin de le demander à l'IA? Ou comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas un truc que je pourrais faire moi-même? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour ça? Et de pomper un petit peu plus d'eau. À ce niveau-là, moi, de mon côté, là, c'est vraiment de mon côté, sur le fait que si on donne un bonbon à un enfant, il va le réclamer. Malheureusement, c'est du sucre. Donc, c'est la plupart. Mais donc, en fait, c'est à peu près la même chose dans le sens où, là, c'est vraiment un retour de mon côté sur le fait que, je sais pas si je suis perfectionniste à ce niveau, mais à chaque fois quand je fais une feature, il a terminé, j'ai fait tous les tests end-to-end, ou que ce soit les tests unitaires, back ou autres, n'importe. Je me dis, mais attends, il a déjà terminé. Il faut que je fasse d'autres trucs. Et actuellement, en fait, quand on prend un abonnement sur Claude ou ChatGPT, on a des tokens qui sont alloués et on a un pourcentage. Et le fait de payer et le fait de se dire que on n'utilise pas tout, ça nous dit, il y a ce côté retour investissement. On dit, je vais continuer jusqu'à utiliser à 100% mes tokens. Donc ça c'est horrible comme sensation, parce que des fois je fais des séances, je lance 5 projets à côté en même temps qui tournent en même temps, et c'est cool, mais en même temps c'est terrifiant, comme sur le fait que ça utilise énormément de ressources, ça utilise de l'argent aussi, mais ça reste aussi de mon côté, je le vois comme un sorte d'une passion, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, et forcément ce truc nouveau, à un moment donné, ça va stabiliser,
C'est comme un développeur au début, un développeur junior, il va se dire je connais tout. À un moment donné, on va se dire bah en fait je ne connais rien et on va devenir de plus en plus senior et en fait à un moment donné on va faire un gros gap, je connais rien du tout et un senior bah il va se dire bah j'ai tellement de choses à apprendre que il va pas stagner mais dans la courbe il va stagner. Il va dire tant que j'ai pas tout appris, je vais pas remonter. Et c'est un peu, de mon point de vue, ce sera toujours dans cette courbe-là, dans la curiosité. Et à un moment donné, là, par exemple, je me dis tout simplement, c'est que on n'a pas forcément besoin de tout ce qui est Claude 4.7 ou GPT 5.5, parce que autant que dev, il y a souvent quelque chose qui revient. C'est le même schéma où on a des normes de code en fonction des entreprises. Il y a toujours souvent les mêmes design patterns. Il faut respecter certaines couches et autres. Et si des agents, on va dire, même pas très puissants, mais qui sont spécialisés vraiment sur certaines parties, on n'a pas besoin d'un 4.7 ou un 5.5 pour le faire. Parce que c'est quelque chose, il a juste à respecter ces skills-là et voilà. Il y a juste la partie, du coup, vraiment la partie métier business, où peut-être là, il faudrait que ce soit un dev qui le fait ou en fonction des besoins, quoi. Quand tu as la partie, en fait, la partie environnementale, c'est ça, elle est à prendre en compte. Ça peut faire mal au cœur et en fait, il faut poser le pour et le contre de le marché évolue comme ça évolue très vite. On est obligé d'évoluer aussi avec et comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaie quand même de poser limite de, par exemple, pour les mises à jour de version, je suis capable de le faire tout seul. Ça me prend un peu de temps, mais c'est pas très grave. Versus quelque chose de très complexe qui me prendrait des jours et des jours, où ça peut être fait en un quart d'heure par un agent. Ça, c'est peser un peu le pour et le contre. Et ensuite, toute la partie spécialisation où, donc là, il y a eu le cas des tokens copilote, donc ça change à partir du 31 mai, mais c'était quand même ça le cas avant où on avait un nombre de requêtes premium tous les mois, et en fait, le 31 au soir, c'est reset. Donc en fait, tout est perdu si on ne les a pas consommés jusque-là. Ce qui pouvait entraîner une sorte de... Il faut tout consommer, parce que c'est plus ou moins de l'argent perdu. Il n'y avait pas la notion de token, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Et ensuite, par rapport aux agents, au modèle, le fait d'utiliser différents modèles suivant les besoins, de se faire son propre avis dessus, d'avoir une IA bien configurée sur un projet, en fait, ça nous permet de savoir quel modèle utiliser à tel moment. Ça fonctionnera tout aussi bien, parfois même mieux, parce que c'est bien configuré, et ça consommera beaucoup moins, donc soit au niveau token ou au niveau énergétique. Merci. Merci beaucoup.